C'est l'heure du magazine politique sur France 24. Aujourd'hui, un président qui tousse ou un œil rouge déclenche des hashtags et des éditions spéciales et des experts auto-proclamés. Une fatigue visible et s'ouvre aussitôt la chasse aux rumeurs. Sous les années Pompidou, c'était l'inverse. Le pouvoir contrôlait le silence. On voyait un président gonflé par les traitements, épuisé, absent parfois. Les journalistes savaient souvent, mais se taisaient, à l'instar de Patrice Duhamel, jeune journaliste sous l'ORTF, qui le confesse dans son livre. On va l'écouter. Bonsoir Patrice, vous venez de publier Le crépuscule des dieux, les maladies des présidents, dernier mystère aux éditions de l'Observatoire. Ce livre révèle le journal du grand médecin Jean Bernard qui suivait le patient Pompidou, avec donc bien sûr des révélations. Ce qui frappe aujourd'hui, c'est qu'un tel secret ait été possible dans une démocratie. Entre cette époque et la nôtre, tout a basculé. Nous sommes passés d'une république du secret à une république de la surexposition. Autrefois, le pouvoir cachait tout. Aujourd'hui, chaque image est disséquée, interprétée. Mais croire que le secret a disparu serait naïf. Le pouvoir moderne ne cache plus de la même façon. Il communique, il met en scène, il rassure ou inquiète à dessein. On organise la transparence. Au fond, qu'est-ce qui est le plus dangereux pour une démocratie? Un pouvoir qui cache la vérité ou une époque qui ne croit plus jamais en la parole officielle. Donc, Patrice est sur ce plateau et on va évidemment parler de votre livre, mais avec d'autres sémillants journalistes qui vous entourent. Laurent Geoffrin, sémillant, c'est le mot. C'est directeur du Libre Journal. Du Libre Journal, vous voyez, vous me déstabilisez. Et Henri Vernet, éditorialiste à France Info Télé. Oui, d'ailleurs, je cite les titres de votre livre aussi, Les enfants savent, chez Grasset, qui est sorti il y a quelques semaines déjà. Très bon livre. Très bon livre. Oui. Bon, on avait fait une émission avec vous. Et puis, vous, Henri, une fiction, Big Machiavel, chez Buchet-Chastel. Voilà. Alors, Patrice, votre livre est passionnant, car il raconte par un document exceptionnel par le médecin de Pompidou le supplice du président. Et moi, ce qui m'a d'abord scié, il faut le dire dans votre livre, c'est cette anecdote. Vous êtes jeune reporter à l'époque, en voyage officiel, avec le président Pompidou qui va... Je ne suis pas dans la délégation. Non, mais enfin, voilà, Pompidou rencontre à Reykjavik, en Finlande, le président Nixon. Et j'aimerais que vous nous racontiez cette scénette. C'est en 1973, parce que c'est édifiant. Je suis au pied de la passerelle de l'avion présidentiel. Georges Pompidou arrive à Reykjavik en fin d'après-midi. Il est totalement méconnaissable. On ne l'a pas vu à la télévision, ce qui est une des particularités de l'époque. On ne voit pas du tout à cette époque-là De Gaulle ou Pompidou, on ne les voit pas du tout tous les jours. On les voit 2-3 fois par mois, mais quand il y a des voyages officiels en France ou ailleurs. Mais sinon, on ne les voit pas. Et tout le monde est stupéfait. J'ai un voisin journaliste américain qui me dit, que je connaissais, c'est un type très sérieux, qui me dit « Votre président est mourant ». Je lui réponds la parole officielle, c'est ce qu'on nous disait, c'est-à-dire non, c'est des grippes à répétition. Très bien. Et puis j'apprends, je vais vite, une demi-heure après, une heure après, qu'on me demande de monter le lendemain matin, après la première rencontre entre Nixon et Pompidou, par un avion militaire, parce que un des patrons de l'information veut me voir d'urgence. Alors je rentre à Paris par un avion militaire. J'étais tout seul dans l'avion, c'est la seule fois. J'arrive dans le bureau de ce directeur qui ferme la porte de l'intérieur, ça m'a beaucoup impressionné ça, oui. Et qui m'a dit « Est-ce que vous savez garder un secret d'État ?» Bon, c'est la seule fois de ma vie où on m'a demandé ça, j'ai dit oui. Et il m'a dit « Voilà, j'ai un ordre de l'Élysée, aucun gros plan et si possible pas de plan américain jusque-là du président de la République, donc on compte sur votre discrétion, vous faites ça et puis voilà ». Il s'est passé d'autres choses, mais moins intéressantes. Et donc, j'ai respecté ça. On est quand même... Henri et Laurent sont trop jeunes, mais on est dans un autre monde, à cette époque-là. Ouais. Mais alors, voilà. C'est un ordre de l'Élysée, c'est pas de l'autocensure de la part de patrons qui veulent faire du zèle. Il y avait 2 photos sur son bureau, il y avait 3 photos. Il y avait une photo du général de Gaulle, c'était un grand gaulliste, il y avait une photo de Pompidou et une photo du conseiller de l'ombre
l'ombre de Pompidou et de Gaulle avant, qui s'appelait Pierre Juillet, qui était un peu l'homme qui faisait toute la politique politicienne. Il m'a montré les photos en me disant j'ai un ordre, voilà. Mais c'est une époque tout à fait incroyable. Alors j'ai su que c'était grave, je ne savais pas ce que c'était. Mon père était médecin et j'avais un frère médecin, donc je leur ai demandé. Ils ont regardé un peu plusieurs fois. Ils m'ont dit ça doit être de l'effet de la cortisone, parce que le visage avait beaucoup gonflé. Mais ils ne savaient pas exactement. La cortisone, ça peut soigner beaucoup de maladies. Alors oui, et puis évidemment, ça peut créer des trucs bizarres. On va en reparler dans un instant. Mais peut-être votre réaction à tous les deux. C'est 1973, c'est pas si loin. Le plus incroyable, c'est un des scoops du livre, c'est que Georges Pompidou s'est présenté donc en 69. Il avait appris qu'il avait une maladie grave, la maladie qui allait... Et il y va quand même. Et il décide de se présenter quand même. Si, il l'a su 7 mois plus tôt, il l'a su en octobre 68. Oui. Il ne savait pas comment ça s'appelait. Il savait que ça s'appelle leucémie lymphoïde chronique. Un cancer du sang. Cancer du sang, voilà. Pas du sang. Il savait que c'était des troubles sanguins graves. Il faisait des hémorragies. Il avait un traitement cortisone à haute dose qui l'épuisait et qui le faisait grossir progressivement. Il fait quelques malaises et il y va quand même. Et il y a c'est plus qu'une anecdote. Il y a un épisode extraordinaire qui est pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire politique. En janvier 69, donc 3 mois avant le référendum, qui sera perdu par De Gaulle et qui démissionnera, Pompidou va à Rome voir le pape. Oui, c'est l'appel de Rome. Voilà, et dit à quelques journalistes, le jour où le général De Gaulle s'en va, je serai candidat. Alors, De Gaulle a tout de suite répondu j'ai été élu pour 7 ans, j'irai, etc. Et dans son journal, Jean Bernard, c'est plus qu'un médecin, c'est le grand médecin de l'époque, écrit que cette déclaration est sans doute l'effet de la cortisone et du traitement. Oui. Donc, ça pesait, non seulement, comme le disait Laurent, il est candidat en sachant qu'il est malade, il ne sait pas combien de temps ça peut... En réalité, le professeur, à ce moment-là, ne peut pas le dire à Pompidou, puisqu'il n'a pas le droit de le voir, en plus. Ouais. C'est par son fils. Passe par son fils. Il dit c'est 1 an si c'est une leucémie très grave et 10 ans si c'est une leucémie moins grave. Et ça sera la moitié, ça sera 5 ans. Pompidou ne sait pas la gravité. Mais alors, si, c'est la gravité, il ne sait pas l'extrême gravité. L'extrême gravité. Ouais. Il ne sait pas que c'est létal quasiment à tout moment. Ouais. Mais on peut se demander, alors, je fais un petit trait d'humour, si chaque candidat aujourd'hui est sous cortisone. Puisque... Sous un autre produit, ça c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut se demander en effet de manière assez récurrente. Puisque visiblement, ça a des contrôles qui libèrent des contrôles habituels. Voilà. Oui. Mais Mitterrand, quand il se représente en 1988, il sait aussi depuis plusieurs années, parce qu'il apprend son cancer juste après la première élection. Il sait depuis 7 ans. Il sait également quand il se représente, son vraiment... Il est en rémission. Et oui. Cette rémission va continuer. Et vraiment, ce qui est quand même surprenant... Alors, déjà, c'est peut-être un détail, mais vous me direz, 73, on est quand même après mai 68. Ben oui. Moi, j'avais cru comprendre qu'il y avait quand même eu, après 68, déjà une libéralisation et une distanciation de l'ERTF. Il y a eu une tentative... Qu'on puisse garder à ce point-là... Pompidou avait dit, c'est la voix de la France. La voix de la France. Les journalistes de l'ORTF ne sont pas des journalistes comme les autres. C'est ce qu'a déclaré Pompidou. Il y a eu une tentative qui est allée au bout. Provisoirement, ça c'est un peu contradictoire, mais c'est comme ça que c'est passé, de Jacques Chaban-Delmas, qui a libéralisé en créant 2 unités d'information concurrentes. C'est à ce moment-là que je suis arrivé qui a nommé Pierre Desgros, à l'ORTF, avec Pierre Desgros notamment, qui n'était pas du tout un pompidolien, mais qui était un très grand journaliste, qui n'était pas du tout un militant, voilà. Mais c'est une des réformes de Chaban, voulue par Chaban contre l'avis de Pompidou, et qui a provoqué son départ. L'une des questions, d'ailleurs, à ce propos, c'est un sujet historique. Je ne peux pas répondre parce que je n'ai pas la réponse. Je pose la question dans le livre. Mais le moment où la maladie a rendu le président Georges Pompidou lucide par moment et non lucide à d'autres moments, c'est 72, l'été 72. Et c'est le moment où il remplace Jacques Chaban-Delmas, avec lequel les relations n'étaient pas très bonnes, mais qui était quand même un Premier ministre qui existait, qui avait fait un formidable discours, Nouvelle Société, etc., par un fidèle grognard gaulliste, Pierre Messmer, mais qui n'avait pas l'autorité politique. Et en réalité, à partir de là, c'est ce qu'on appelait le cabinet noir de Pompidou, Juillet et Garot, qui dirigeait les affaires politiques.
Voilà. Ouais. C'est ça la On peut réalité. supposer que Pompidou était affaibli. Très Et donc affaibli. sous une influence Très excessive affaibli. de Quand il nomme ces deux conseillers. Voilà, quand il nomme Mesmer, il le reçoit et il lui dit, c'est Mesmer qui a raconté ça, c'est pas, je n'invente rien, et il lui dit, c'est un secret, je veux que vous le sachiez. Mesmer le dira 30 ans après, je crois. Je veux que vous le sachiez, j'ai une grave maladie. Je veux que vous sachiez, voilà. Mais à aucun moment, Georges Pompidou se dit, parce qu'il a des malaises, des absences... mais c'est plus que ça. Mais est-ce que la maladie maintient, c'est-à-dire un peu comme Mitterrand, dans le fond, la maladie, enfin, le pouvoir est plus fort en quelque sorte que la maladie. Ouais. C'est-à-dire que c'est un moteur pour ne pas broncher, ne pas Alors, mourir. je veux dire, c'est d'une certaine manière, c'est tout ça. Il y a de la politique, de la philosophie, de l'intime, de la psychanalyse. Enfin bon, les deux mènent un combat extraordinaire au sens hors de l'ordinaire. Contre la maladie. C'est ça qui est assez saisissant. Et il y en a un qui gagne cette bataille, c'est François Mitterrand, qui tient 14 ans, alors que quand il est diagnostiqué cancer avec des métastases très graves, il sait qu'on lui donne entre 3 mois et 2 ans. Il l'écrit à sa compagne, à Anne Pinjot, il l'écrit, c'est dans le livre Lettre à Anne, la correspondance entre les deux, un livre magnifique d'ailleurs, et elle le révèle maintenant, donc il n'y a aucun doute là-dessus. Mais en revanche, Pompidou ne la gagne pas, cette bataille. Ce qui est frappant, c'est pas s'ils sont malades, mais ils ont des symptômes terribles. Oui. Mais oui. Ils souffrent. Et ils sont soignés tous les jours. jours, hein. Ils sont soignés, même Mitterrand, Laurent a raison, il a une rémission, mais avec des hauts et des bas. Et Claude Gubler, son médecin, le soigne absolument tous les jours. Il le suit partout, les voyages officiels. Mais c'est ça, on parlait de dialyse carrément dans les avions, en délégation. Puis d'ailleurs, très tôt, il fait un malaise en arrivant. Je crois que c'était à Cancun, donc il fait carrément un malaise. Au Japon, non, il n'a pas un malaise. Oui, en Corée du Sud, au Venezuela et au Mexique. Dans quelle mesure, quand même, ça a affecté leur façon de gouverner? Parce que Pompidou, malgré tout, l'image qu'on a, c'était quelqu'un qui était un maître du verbe, quoi. Il parlait extrêmement bien, on se souvient de ses conférences de presse, Mitterrand aussi, évidemment. Donc, en quoi est-ce que ça a diminué, en quelque sorte, leur capacité à appréhender les choses, à prendre des décisions? Il y a des moments, je ne peux que redire, il y a des moments de lucidité. Là, on est dans un choc pétrolier en 73, quand il va à Reykjavik. Il y a un choc pétrolier, une crise monétaire internationale. La décision qu'il prend de lancer avec des moyens énormes de l'État, des investissements, le nucléaire civil, ça a encore des effets positifs aujourd'hui. C'est une décision stratégique très forte. Mais il y a des moments où, Jean-Bernard en parle, Balladur, qui était son secrétaire général de l'Élysée à ce moment-là, en parle, il y a des moments où il dit « je souffre trop, je ne peux pas ». Il dit à Balladur « je souffre trop, je ne peux pas prendre cette décision. Vous me posez une question, je ne peux... Prenez-la. Décidez. » Ah oui. Bon, voilà. Moi, je crois que l'explication, c'est que... on essaye de reconstituer, évidemment. Ce sont des hommes qui ont passé des décennies à travailler pour être ce qu'ils sont devenus. Oui, donc une fois qu'ils ont le pouvoir... Ils arrivent finalement à bon port, ils sont élus. Ils se disent, mais je ne vais quand même pas arrêter au bout de 6 mois. Après tout ce travail, toutes ces épreuves, ces combats que j'ai menés, etc. Donc je reste, tant pis. La maladie, on verra bien. Ouais. Et puis ils ont toujours un optimisme, ces gens-là, c'est des gens qui sont très très énergiques. Et donc ils disent, on va surmonter, je vais y arriver, je vais me faire aider, etc. Donc je reste. Pompidou, l'été 72, je reviens à ça, dit à son fils, je suis foutu. Oui. Son fils lui dit mais non, ça va s'arranger. Son fils qui le protège beaucoup. Qui est médecin, qui est un des 3 médecins qui soignent. Et qui fait le lien avec Jean-Bernard aussi beaucoup. Qui le soigne au quotidien. Il lui dit je suis foutu. Son fils lui dit mais non, on va intensifier le traitement, etc. Bon, il lui dit ce que son père voulait entendre. Mais à partir de ce moment-là, il y a des moments où il ne peut absolument pas exercer ses fonctions normalement. Jean-Bernard révèle un délire où... Il a une période de plusieurs heures de délire. Il y a un moment où il fait de la confusion mentale. Il se couche tout habillé. C'est des trucs absolument incroyables quand on est président de la République. Mais vous avez toutes les deux raison. Il y a cette force qui fait qu'il espérait aller au bout. Mais le bout, c'était 76, donc c'était 3 ans après. Mais qu'à l'étranger, on trouve également chez Kennedy, le président américain Kennedy. Oui, mais lui, il avait mal au dos. Alors il m'a mal au dos. Il souffrait. Non, mais il était, comment dire, c'est presque un homme bionique, tellement il était au
opéré avec des plaques métalliques dans le dos. C'était assez extraordinaire. Et notamment quand il est à Berlin, le fameux Ich bin ein Berliner, il souffre le martyre. Et c'est ça, cette espèce de, en effet, le côté presque galvanisé par sa fonction. C'est vrai que la ténacité d'un François Mitterrand, c'est quelque chose qui est quand même assez extraordinaire. Il le dit d'ailleurs quand il est réélu, et que pour la première fois ça devient public de mémoire, c'était juste après la guerre du Golfe en 91. Et quand il dit il se fait opérer, alors là il y a des images pour le coup, la télévision est là et ça rompt totalement avec les années. C'est septembre 92. Juste avant le référendum Maastricht. Mais il Laurent, dit, je mène un combat honorable. Mais Laurent, il falsifie ses bulletins de santé. Oui, ça c'est la chose qui est gênante. C'est gênant. C'est vrai qu'on est partagé entre l'admiration pour le courage et puis le scepticisme sur ses capacités ou sur leur capacité à gouverner. 20 ans de mensonges. Mais ils mentent tout le temps, quoi, et de manière organisée. C'est Mitterrand rédige les bulletins. Pompidou, il n'y a pas de bulletin de santé à proprement parler, mais il y a Parce que les donnent des informations en disant le président annule un dîner diplomatique, il a la grippe, il repousse un voyage de 3 mois, c'est parce qu'il a des hémorroïdes. Enfin, c'est pas des bulletins de santé à proprement parler, mais c'est aussi du mensonge. Et l'affaire Donc 5 ans de mensonges avec Pompidou, 12 ans jusqu'à la première opération, et encore, ça va jusqu'au bout, parce qu'on ne dit pas à ce moment-là qu'il a des métastases. Le problème du cancer de la prostate, mais des non métastases osseuses. Et ensuite 2 ans avec Chirac, quand même. Oui. Après son AVC, il est beaucoup plus fatigué. Ça n'a pas la même gravité que Pompidou et Mitterrand, mais quand même. Alors, il y a cette question quand même de Jean Bernard, donc vous avez, ce qui est extraordinaire dans votre livre, c'est que vous avez les notes, le journal de ce grand médecin Jean Bernard, et qui dit, d'ailleurs, vous pourrez lire tout ça dans des décennies. Des dizaines d'années après ma mort. Des dizaines d'années il disparaît en après ma mort. 2006. Alors, il y a quand même... est-ce que c'est très glorieux pour un médecin de comprendre déjà pourquoi il a fait ça? Parce qu'à un moment, vous écrivez, parce que vous dites les choses telles qu'elles sont, qu'il a des douleurs rectales. Enfin, c'est le médecin qui dit combien de temps encore des douleurs rectales vont-elles durer? Sa maladie s'accompagne d'incontinence sphinctérienne, au moins par le sang. Donc c'est pas glorieux pour le président de savoir qu'il a des problèmes de sphincter. Non, mais la réponse, elle est simple. C'est un homme, Jean Bernard, c'est un immense médecin. C'est aussi un philosophe, un poète. Il est à l'Académie française. Oui. Il sera le premier président du comité d'éthique nommé par Mitterrand. C'est un homme qui il exerce une forme de magistrature morale en même temps que la médecine. Et lui, il l'a écrit dans un livre qui s'appelle le sang des hommes. Oui. Et il considère dès le début que Georges Pompidou n'aurait pas dû se présenter et qu'il aurait dû démissionner à partir du moment où il ne donne pas de date. Où vraiment donc il a mauvaise conscience en fait en faisant ce journal. Il veut, je pense que ce journal, ça il ne l'écrit pas, donc c'est ma déduction, ce journal pourrait raconter ce qui s'est passé et qu'on puisse, quand ça sera révélé, en tirer des leçons. Alors, je pense que justement, c'est ça, quelles peuvent être ces leçons? Il y a une leçon récente, c'est ça qui me frappe d'ailleurs, c'est que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Aux États-Unis, le deuxième mandat projeté de Biden est élu. Il est déjà très âgé, on voit bien qu'il n'est pas vraiment en forme. On peut dire qu'il gouverne normalement pendant 4 ans. Et puis il décide de se représenter. Et là, on sait maintenant que tout l'entourage considérait que c'était une folie. Et alors, ils l'ont aidé quand même. D'ailleurs, Trump... Et cette obstination a duré. Il tombe plusieurs fois et il est dans un débat public. Je ne sais plus si c'était avec Trump ou avec un autre. Oui, le premier face-à-face avec Trump. Et il ne sait plus ce qu'il dit. Il dit on lui pose une question, il fait une bourde aussi, je ne sais plus. Il y a un jour... Il y a des bourdes par ailleurs. Il y a un jour pendant sa campagne, au début de la campagne, où il fait 2 fois le même discours dans la foulée. Il s'arrête, il est applaudi, il recommence. Et le jour même, extraordinaire quand même. Et le jour de son élection, il divague. Il est dans le Delaware, il est encore chez lui, il apprend les résultats, il est interrogé évidemment par les journalistes américains. Et là, alors qu'il n'est pas encore en fonction, il vient d'être élu, et déjà là, il a une espèce de divagation. Il parle de gens qui ne sont plus là, il évoque son fils décédé, comme s'il était présent. Très tôt, en réalité, les signes sont apparus, mais c'est vrai qu'il y a cette espèce d'omerta. Et le fait est qu'elle continue. Alors aujourd'hui, d'ailleurs, il y a des interrogations suffisamment sérieuses,
autour de Trump, puisque pour que certains soient déjà en train de s'armer pour une possible demande en destitution. Mais finalement, est-ce qu'on a réellement progressé? Parce que ce qui est quand même assez fascinant, vous citez vous-même Chirac. C'est vrai, moi je me souviens par exemple que Roselyne Bachelot avait un petit peu vendu la mèche. Alors c'était d'abord... Pendant la campagne de 2002. Exactement. Sur le Et fait elle qu'il s'était était vraiment sourd, fait hein. rabrouer. Elle l'avait trouvé déjà un peu fatigué, regardant le plafond. Alors quelle leçon on a-t-on vraiment tiré C'est ce qu'avait dit Jospin, d'ailleurs. Oui, vieilli, usé, fatigué. Oui. Ouais, alors il y a quoi? Il y a l'article 7, c'est ça? Oui, mais Pour qui est destituer, inapplicable. faut que ce soit Il faut que le gouvernement alerte et saisisse le Conseil constitutionnel. Oui, personne ne le fait. Donc, Non, mais il y a une réforme possible, c'est d'exiger que les bulletins soient honnêtes. Oui, mais ça, Une fois qu'on connaît le bulletin de santé, après on peut discuter. Oui, mais par quel médecin? Parce que là, vous voyez bien que les médecins... Il faut des médecins indépendants Non, mais- ou un petit comité qui disent oui, Mais est-ce qu'il faut que les c'est candidats... un vrai bulletin. Est-ce qu'il faut que les candidats, avant, je sais pas, moi, tous ceux qui sont Édouard Philippe, dont on sait qu'il n'est pas une maladie moi, dangereuse... j'ai fait un peu mais... le tour des médecins pour la conclusion du livre, de très grands médecins. La chose qui en ressort de faisable, parce que Laurent a raison, on pourrait obliger, etc. Mais il faut changer la Constitution pour ça. L'article 7, c'est quand même compliqué. Oui. Non, mais simplement sur la sincérité des bulletins. Voilà, mais on peut les le mettre dans suggérer, la on peut Constitution. leur suggérer fortement, publiquement, de faire un check-up pour les candidats qui ont leur signature, donc qui auront leur bulletin de vote le jour du premier tour. Après, ils acceptent ou ils refusent. S'ils refusent, on saura qu'ils refusent. Il me semblait qu'il y avait une voie médiane qui avait été proposée, qui était de faire cet examen-là, y compris régulièrement, une fois analysé, et de le garder secret, sauf problème. C'est-à-dire secret, tout simplement par le secret médical, pas pour d'autres raisons. Mais même ça, visuellement, ça n'a pas tellement avancé, parce que ça garantirait au moins le fait que celui ou celle qui est aux commandes est en bonne santé, parce qu'après tout, c'est un peu stupide de rappeler ça comme ça, mais quand même, c'est le bouton nucléaire aussi. Ce sont quand même des décisions qui peuvent être extrêmement vitales. Absolument. Parce qu'il y a la maladie... On envoie des cosmonautes dans l'espace, quand on recrute des footballeurs de haut niveau, même quand on faisait le service militaire, tous les Français passaient la visite médicale, c'était obligatoire. Oui. Donc, pourquoi le président serait soustrait à cette obligation? On ne voit pas très bien l'argument. Pourquoi pas lui? D'autant plus que ça serait quand même rare, les gens très malades qui se présentent. Alors, il y a les maladies physiques et les maladies mentales, parce qu'on a eu quoi? Paul Deschanel, je ne sais pas s'il grimpait aux arbres. Il y avait vraiment un il problème mental, puisqu'il faisait un peu d'importe quoi. Je ne sais même plus comment ça s'est terminé, d'ailleurs. Non, ça s'est terminé. Il a démissionné au bout de 6 mois. C'est sa femme qui l'a convaincu. Il est allé dans une maison de santé à Rueil-Malmaison, où il a retrouvé un de ses vieux amis, Georges Feydeau, où ils étaient un peu dérangés tous les deux. Et il est resté 6 mois. Georges Feydeau, il est resté plus longtemps. Il est mort, d'ailleurs. Et lui est ressorti. Il a été réélu après. Mais c'était un type brillantissime, d'ailleurs, un polytechnicien. Voilà, mais il avait des maladies. Il montait dans les arbres. Mais montait dans les arbres à l'Élysée. Il n'y a pas une histoire de train. Et il descendait, il descendait du train. Oui, ça c'est... Pyjama, non? Et le garde-barrière l'avait trouvé. Le garde-barrière avait dit, mais vous êtes qui? Qu'est-ce que vous faites sur le... Et alors il avait répondu, je suis le président de la République. Et donc le garde-barrière avait répondu, mais moi je suis Napoléon. Non, mais il y a des moments, y compris dans le livre, c'est pas un livre très agréable... Voilà, c'est un peu pénible. Moi, quand je suis tombé sur le journal... Non, mais c'est passionnant. Ça se lit vraiment comme... comique. Moi, je connais depuis longtemps le majordome qui a été le majordome de De Gaulle, de Pompidou et de Giscard. C'était un type formidable. Et un jour, à Pitsunda, 2 mois avant la mort de Pompidou, il est tout seul dans la chambre. Pompidou se repose et il a un malaise, il tombe par terre et il est inconscient. Et il n'y a pas de médecin. Et il se met à lui donner des claques, il ne sait pas quoi faire. C'est un militaire, et Pompidou, au bout d'une minute, se réveille en disant, mais il s'appelle Walter. Mais Walter, qu'est-ce que vous faites? Je suis quand même le président. Ça fait très Butler. Voilà. Alors ça me fait penser aussi une anecdote, ça n'a rien à voir, mais Giscard et sa 2 chevaux qui rentrent au petit matin... c'est pas une 2 chevaux. C'était Ferrari, c'est mais pour ça non, que mais c'était si, la 2 chevaux du laitier. La 2 chevaux du laitier. Avec la Ferrari, c'était pas une maladie. Non, je sais bien, c'est pour ça que je dis que ça n'a rien à voir. Une pathologie, peut-être. Mais en fait, le laitier, il était, je sais pas, il est allé voir sa maîtresse, peut-être, Giscard. On pense qu'il y allait voir une jeune femme. Voilà, sa voiture tombe en panne. Il m'a dit que c'était pas un camion de laitier ou une camionnette ou une 2 chevaux, mais que c'était à l'heure du laitier.
Ah Ah oui, oui, donc 5 heures voyez. du matin. Donc il n'est pas monté dans la voiture du laitier. avec le- Mais Mais par si- contre, il avait une marque qu'il sur le raconte crâne. ça. On le voyait, certaines photos. Il officielles, raconte on le ça, et il me semble, il y a cette histoire où il remonte la... Vous savez, à l'époque, les fenêtres qui se rabattaient comme ça. Enfin bon, bref, ça doit être dans le monde. Bon, je m'égare. Si on revient à Georges Pompidou, le rôle de sa femme, Claude, qui était déjà, elle était déjà marquée par cette affaire. D'ailleurs, Jean-Bernard dit l'affaire Markovic. Non, lui, lui n'en parle pas. Mais moi, je fais un Non, chapitre dessus voilà. parce que ça a aussi joué dans le stress. Le Pompidou avant l'affaire Markovitch de Alors on déstabilisation. peut rappelez-nous en 2 mots l'affaire Markovic. Bon, je vais essayer de faire une synthèse d'une phrase, c'est Non, pas mais facile. pour À partir les d'un gens fait divers, crapuleux, il y a une machination qui est organisée par des gaullistes, dont le successeur de Pompidou, Maurice Couve de Murville, pour le déstabiliser. Et ils mettent en cause sa femme en disant qu'elle participe à des parties fines, etc. voit. Il y a une photo montée, Oui. Avec des photos montées complètement bidons. truquée. Et ça va durcir les relations entre Pompidou et De Gaulle parce que... De Gaulle l'a pas prévenu. Voilà, et Ouais. De Gaulle ne veut pas commenter. Pompidou voudrait qu'il le défende et De Gaulle en privé dit je vais quand même pas, je suis le général De Gaulle, je vais pas dire la Oui, mais femme c'est de mon justement ancien Premier ministre ne va pas dans les partous. C'est quand même... Mais c'est justement après le fameux appel que vous avez cité. Non, c'est juste avant l'affaire juste avant. Markovitch. C'est là aussi que ça se durcit. C'est 2 mois pour avant. les Empêcher deux, sa hein. candidature. Ouais, Les c'est ça, vieux c'est pour ça gaullistes, que- un eh peu oui. barbouzzards. Et ça voulaient l'empêcher. coïncide avec cette période-là où Pompidou s'était déclaré un peu prématurément aux yeux de Gaulle. Mais là, pour reparler de la présidentielle et de cette... Mais il y a juste Oui, une petite allez-y, chose qui est dans le bouquin aussi, qui est frappante, c'est que, alors, corrigez-moi, c'est 55, je crois, les médecins du général de Gaulle constatent qu'il est susceptible d'avoir une rupture d'anévrisme. Qu'il a Oui. un anévrisme de Donc il l'aorte, a- c'est-à-dire qu'il peut mourir mourir du jour au brutalement lendemain. à tout moment. Oui. Et alors, ils se concertent et ils disent, on lui en parle pas, on lui dit pas. Pourquoi ? Parce que si on lui dit, il va décider de renoncer. Oui. Et donc, la France va perdre son sauveur. Ouais. Donc, on lui dit rien. C'est incroyable. C'est extraordinaire. C'est une décision médicale, mais politique. Oui, mais avec Pompidou, c'est la même chose dans le sens où il savait qu'il était malade, Oui, mais mais que De c'était Gaulle pas ne- létal. De Gaulle n'a jamais su. Ils lui Mais disent là, mais rien. De Gaulle n'a- Ils ne oui, lui ils ne disent lui rien disent du rien. tout. De Gaulle pensait qu'il était en forme. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est... là, maintenant, alors, si aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé ? Parce que je parlais tout à l'heure de la surexposition. On se souvient des Macron qui avait les yeux rouges et de ses lunettes d'aviator qui ont fait tant parler, Oui, ou et Sarkozy qui a avec son joué un rôle flegmon, politique, Sarkozy d'ailleurs. aussi avec son flegmon, il y a eu des Mais oui. épisodes, quand même, hein. Oui, mais c'est des... Ouais. ça n'a Oui, rien tout à ça est voir. bénin, bien Mais sûr. aujourd'hui, ça serait absolument impossible de C'est cacher quoi difficile. que ce soit. Parce qu'ils sont traqués, ils sont absolument traqués. Regardez par exemple, tout finit par sortir, y compris ce qui ne concerne pas la maladie, mais la vie prétendument sentimentale, etc. Et Donc, la gifle. c'est vrai qu'avoir la gifle, et puis qu'est-ce qu'il pouvait éventuellement y avoir dessous. Donc c'est quand même vrai qu'aujourd'hui, vous êtes quand même beaucoup plus, vous êtes 24 heures sur 24 sous les caméras. Néanmoins, c'est quand même vrai qu'il y a des zones qui restent comme ça un peu troubles. Là, on vient de parler des présidents américains, où pourtant, Dieu sait si les médias américains sont aussi plutôt pugnaces sur ce terrain-là, mais Biden, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été en effet découvertes presque a posteriori, même si l'état du bonhomme était quand même évidemment problématique de visu. En France, là je parlais à l'instant, je citais l'exemple de la petite opération au flegmon de Nicolas Sarkozy, mais il me semble qu'on l'avait apprise a posteriori. Oui. Et sans parler évidemment de Jacques Chirac, c'était quoi ? C'était 2 ans ou 3 ans auparavant, où là par exemple, d'ailleurs le même Nicolas Sarkozy, qui était quand même ministre, s'était plaint de ne même pas avoir été averti quand il y a eu le premier AVC, enfin l'AVC de Jacques Chirac, de ne même pas avoir été averti. Non, mais le Premier de son ministre transfert n'a à pas su, l'hôpital. alors qu'il Eh oui. était à l'hôpital, et le Conseil constitutionnel non plus. Eh oui. Ça a été annoncé le lendemain matin, en fin de matinée, et ils ont dit, le communiqué, c'était accident vasculaire, mais pas cérébral. Alors que le sujet, c'était cérébral. Parce que dans le sujet sur Charles de Gaulle, ça joue sur
sur son... Est-ce qu'il y a un état dépressif qui s'installe Oui, mais avec ça, la c'est maladie? autre chose. Ça, c'est- Oui, il y avait la fille. Voilà, sa il y fille, avait une tendance à sa la fille qui est dépression, déjà. décédée. Voilà. Bon. Oui. Ça, il l'a raconté Oui, lui-même oui. sur... On sait bien qu'après Tout à fait. Mais à un Après moment... l'affaire de Dakar, il avait des tentations suicidaires. Oui. En Et il a 46 failli- aussi. Et il a failli abandonner. Mais il y a des coups de mou 46 aussi. aussi. Du côté 46, de il est parti, Pompidou aussi, il y a des coups de... Est-ce que ça joue aussi Non, mais ils ont sur- tous des coups de mou. ouais. Pompidou, c'est dans le journal de Jean Bernard dont je parle. C'est à partir de 72, à plusieurs reprises, il dit je pense que je vais devoir démissionner. Si je peux pas faire ce voyage, autant que je démissionne. Parce que Jean Bernard, lui, il théorise d'une autre manière. Il parle d'abdication. C'est parce que il a toujours ça. Il voit la vision historique. Mais c'est le sujet. Moi, je pense que Mitterrand, les 2 dernières années. 93-95 et Pompidou les 18 derniers mois ou 2 dernières années, franchement, ils sont loin d'être en état à 100%. Ça, il y a un c'est une précédent. réalité, donc c'est quand même un problème Il y a un majeur. précédent historique célèbre dans l'histoire de France, c'est Napoléon III, Oui. Oui, qui avait des coliques néphrétiques épouvantables à la fin de son règne. Et il a tenu néanmoins à diriger lui-même les armées françaises en 1870. Et donc le jour de la bataille de Sedan, il était pâle comme un linge, il ne pouvait pas marcher, il ne pouvait pas bouger, et il ne pouvait pas parler tellement il avait mal. Il était obligé d'arrêter le convoi pour le laisser prendre un peu de force. Et ça explique probablement une partie des erreurs militaires qui ont été causées, qui ont été commises pendant cette campagne, quoi, et qui ont conduit quand même à des choses importantes. Les grands malades de l'histoire. Lorraine, la commune, ça vient de là. Ouais. Ah ouais. Il y a, bon, on monte un peu plus loin, Louis XIV et la fistule, pardon, Oui. hein, de Louis XIV, hein, qui est connu Oui. de... Alors mais de lui, c'était un l'histoire dur de dur. Vous savez, c'était incroyable. Il avait un mal de dents, comme tous les gens de l'époque, beaucoup de gens en tout cas, et on lui avait arraché une dent. Mais à l'époque, on arrachait sans anesthésie, donc c'était épouvantable. Et deuxièmement, c'était brutal, parce qu'on lui avait arraché la dent et le palais, la moitié du palais. Ouf. Ce qui fait qu'après, quand le roi buvait, l'eau ressortait par le nez. Ah, Ça, c'était c'est- Louis XIV. c'est Louis XIV, ah ouais. Et il a continué comme ça à régner pendant je ne sais pas combien de temps, mais on pense que la fin du règne et la puissance de sa concubine, Madame de Maintenon, Madame de Maintenon, s'explique aussi par son affaiblissement. Mais quand on regarde en dehors de la France, alors on a cité les États-Unis, mais enfin il y a quand même beaucoup de pays où de toute façon la santé est forcément un sujet, et surtout les interrogations autour de la santé, et notamment dans les régimes dictatoriaux, autoritaires. Bah, rappelons-nous par exemple Staline. Tito. Alors Staline bien évidemment, Tito, qui était, on suppose qu'il était mort depuis longtemps quand il l'a été enfin déclaré, et pourtant il était officiellement toujours aux commandes de son pays. Regardez aujourd'hui Poutine. Alors évidemment Mao, c'est démenti Staline, ouais. systématiquement bien évidemment, Et et puis il est Franco. toujours là. Franco, ouais. En Afrique, il y avait pas. aujourd'hui, il y a le roi du Maroc, c'est- mais on ne peut pas le comparer à un pays enfin, Non, mais c'est vrai dictatorial, que on peut ça pas, montre à quel point mais il y a cette- quand même une omerta sur le roi du Maroc, sur sa santé. Donc effectivement, les sujets, enfin les cas sont nombreux, que ce soit des dictatures ou des démocraties ou autres. Mhm. Le Mais en sujet monarchie, reste... il était entendu que le roi restait en place de toute façon. Ouais. Là, il y a l'exemple le plus célèbre, c'est le roi du Royaume-Uni. Oui. Il s'appelait Georges III, je crois. Mhm. Il était fou. Tout le monde savait qu'il était complètement fou. Ouais. Il a régné pendant des années, quoi. Et pendant les guerres de la Révolution, c'est-à-dire il se passait des choses, quoi. Ouais. Et on considérait qu'il devait rester en place. Oui, parce que droit En de... France, on a eu ce roi qui s'appelait Charles VI pendant la guerre de 100 ans, qui était devenu complètement fou, et qui tuait ses domestiques. Ah oui. Et il a été maintenu en place jusqu'à sa mort. Il tuait ses domestiques. C'était... Oui, il y avait un épisode célèbre où il était à cheval, et d'un coup, il prend un coup de folie, on nous attaque. Il prend son épée et il tue son valet de chambre. Bon, et à l'époque, il n'y avait pas... Mais je voudrais juste revenir sur quand même le sujet des médecins, parce que c'est important quand on voit effectivement, là, dans le cas de Pompidou, il y a Jean Bernard, effectivement, mais il y a aussi, il est beaucoup cornaqué par son fils Alain, qui est médecin lui-même. J'ai pas totalement compris ce que vous proposeriez aujourd'hui, ou les idées pour qu'il y ait une forme de neutralité dans le choix des médecins qui s'occupent des présidents. Non, oui, mais vous avez toujours à l'Élysée médecin, oui. plusieurs médecins
Ouais. Et notamment toujours un médecin, souvent des médecins militaires. Et puis en général, les présidents, ils ont un certain âge. Ce n'est pas le cas de Macron. Mais ils ont leur médecin de famille ou leur médecin personnel, ce qui était le cas pour Georges Pompidou. Là, en plus, il y a son fils. Bon, voilà. Mais choisir des médecins, entre guillemets, officiels qui donneraient la parole transparente, je ne suis pas sûr que ce soit aussi simple que ça. Parce que vous prenez le médecin de Mitterrand, qui a écrit un livre qui est sorti, alors la date de sortie n'était pas l'idéal, une semaine après la mort de Mitterrand. Le livre a été interdit, mais 10 ans après, il a gagné devant la Cour européenne des droits de l'homme, qui a condamné l'État français quand même. Hein. Mais lui a été condamné à prison avec sursis, et il a été exclu de l'ordre des médecins pour avoir fait des faux bulletins alors qu'il les faisait sur ordre du président. Donc voilà, ce qu'il faut quand même, c'est qu'il y ait une forme de contrôle démocratique, parce que tout ça, j'en parle dans le livre, on peut dire que c'est une anomalie démocratique quand même, ce qui se passe dans ces circonstances. Et qui a un peu changé. C'est pour ça, l'ère Mitterrand, entre la maladie de Mitterrand, moi je me souviens, j'ai commencé dans ce métier, dans le journalisme en 86, c'était au Quotidien de Paris. Et dès 86, j'ai entendu parler du cancer de Mitterrand et accessoirement de la fille cachée de Mitterrand. Et donc on a l'impression, entre ces différentes turpitudes, pour résumer, que malgré tout, il y a un avant et un après. C'est-à-dire que François Mitterrand, tous ses secrets d'État, toute cette omerta, y compris d'ailleurs, on l'a assez dit. Oui, mais Chirac déjà moins, parce que Chirac justement, il a été davantage traqué et il y a eu quand même des informations, parce que c'était sorti quand même son affaiblissement intellectuel sur les 2 dernières années. Donc tout ça, et quand je dis un avant, un après, c'est parce que nous journalistes, nous médias, on a aussi un rôle et une responsabilité là dans ce que vous décriviez en début d'émission sur le séjour à Reykjavik. C'est quand même c'est assez saisissant, et surtout les conséquences, votre convocation dans le bureau. Bon, bref, tout cela, on a quand même l'impression que l'exemple Mitterrand, la manière dont c'est finalement réglé, ça a quand même fait un petit peu basculer, au moins progressivement, ce rapport au secret de manière générale qui entoure le pouvoir. Il me semble qu'il est moins absolu aujourd'hui. Qu'est-ce que vous vous dites d'ailleurs, comme dire Macron in petto, à l'intérieur de vous-même, quand vous êtes convoqué par votre directeur et qui vous dit faut rien dire là-dessus? J'étais un junior, j'avais 26 ans. Oui, mais ça. On m'avait demandé si je savais garder un secret d'État. J'ai dit oui, je suis allé faire le montage. Oui, donc vous étiez presque flatté, en quelque sorte. Non, j'étais très impressionné. J'étais surtout très impressionné. La séquence, quand même pour un très jeune journaliste, était très impressionnante. Mais vous ne dites pas, il y a un truc qui cloche quand même? Si, j'ai compris que c'était grave. Voilà. Oui, non, mais qui cloche dans le côté... dans le maniement de l'info. Oui, enfin, à ce moment-là... Non, mais c'était l'époque, je suis d'accord. Il n'y a absolument rien à voir. Il y avait 90% de journalistes qui étaient des militants gaullistes à cette époque-là. Donc, un jour, je suis monté du plateau, j'avais fait un papier dans le journal. Il y a un journaliste sous Giscard, qui est politique, qui était un vieux gaulliste, qui n'était pas content de mon papier, et qui m'a montré sa carte du sac. Il n'a rien dit, il m'a juste montré sa carte du sac, du genre, fais quand même attention. C'est même pas de dire c'est une autre période, c'est de rien à voir. Absolument rien à voir. Ouais. Puis après, il y a eu... Mais il y avait quand même une omerta à Libération, dans les début des années 80. Oui, parce que vous étiez patron de Libé. Enfin, pas encore, pas encore, mais... Et la rumeur de la maladie courait. Mais on s'interdisait d'enquêter là-dessus. Oui, parce que il y avait. Donc il y a de l'auto. C'est pas de l'autocensure, c'était. Les journalistes politiques en général considéraient qu'ils n'avaient pas à entrer dans la vie privée. C'était quelque chose qui aurait été même réprouvé par les lecteurs probablement. Il y avait aussi un facteur, parce que je sais, donc vraiment, c'était pour moi, c'est précisément ça, cette entrée dans le métier. Il y avait un autre facteur aussi, c'est que en réalité, les premiers qui en avaient parlé, c'était Minute, le journal Minute pour Mitterrand, et l'Idiot international de Jean-Édouard Maillet pour les histoires de vie cachée. Ce qui faisait aussi que comme c'était sur écoute, du coup. Et voilà. Oui, exactement. Il s'est retrouvé sur... Voilà. Parce que Mitterrand l'a fait écouter. Exactement. Mais, quand on brisait un secret, on se retrouvait... Mais rappelez-vous, on était tous les deux... Enfin, tous les deux, on était nombreux. Mais vous aviez posé une question à Nicolas Sarkozy sur lors de sa conférence de presse en 2008 sur la monarchie présidentielle. Et moi, je pose une question, sur Carla Bruni, s'il va l'épouser, et je me prends des tombereaux d'insultes de la part des journalistes politiques. Oui, mais Sarkozy vous a répondu tout à fait naturellement, d'ailleurs.
C'est là où il a dit s'est Carla, même c'est du étalé sérieux. pendant Vous 10 savez, minutes. Il a montré son Il C'est s'est du sérieux. étalé pendant 10 minutes. Ah, mais cette Mais conférence de j'ai- presse, c'est incroyable parce que Il en a pu refaire démoli, après, hein. il a quand même démoli son quinquennat en 2 heures. Là. Ouais. Ah ouais. Parce que là, il a annoncé qu'il avait changé de Oui. femme de manière un peu désinvolte, comme ça, en faisant le fier, comme ça, c'était ridicule. À moi, il me répond qu'il n'est pas le fils de Jacques Chirac. Alors, c'était pas le sens de ma question. Et ce qui était désagréable, d'ailleurs, c'est que tous les journalistes qui étaient autour ont ri ouais. aux blagues que Sarkozy en Oui, faisait. tout le monde Ça a ricanait. duré 7 Exactement, minutes. bah, quoi. très Il bien. dit, Monsieur Geoffrin, ça continue comme ça. Et après, il y a Christine Clerc qui dit, mais Monsieur le Président, vous aviez promis de faire telle chose. Et Sarkozy répond, Madame, les caisses sont vides. Et alors après, on a vu les sondages. Ils plongeaient comme ça. Et il a pu refaire de conférences de presse, il me semble, après, ou longtemps Je après. ne sais pas, monsieur. Il me semble que non. Bon, ben, c'était passionnant. Merci beaucoup. Donc, Patrice Duhamel, Le crépuscule des dieux, les maladies des présidents, dernier mystère, c'est aux éditions de l'Observatoire. Votre brillant livre aussi, mon cher Laurent, Les enfants savent, sur l'histoire de votre l'histoire d'une famille avec famille. votre fille. La grande histoire française. La grande histoire française avec votre. Avec ses votre contradictions, fille. ses Voilà. drames, Ouais. les secrets. Tiens, vous avez vu, au fait, Des rayons et des ombres? Pas encore. je vais C'est dire. formidable, Formidable. exceptionnel. Livre formidable. Et courageux, utile. Absolument, et pourtant critiqué. Et donc, votre livre aussi, Henri Vernet, Big Machiavel, aux éditions dans des cabinets Buchet. de conseil, Chastel. surtout. Voilà, c'est une fiction. Merci à tous, j'ai cité tout le monde. Merci à Flore Simon d'avoir préparé cette émission et à Sacha Bamba. Et merci évidemment à toute l'équipe technique sans qui rien ne serait possible. Merci à tous, à très vite.